Les solidarités, je vais aller rapidement. Formation, emploi, là aussi on peut en parler pendant des heures. Le point le plus important, l'un des points les plus importants dans notre programme, c'est cette nécessité de l'adéquation entre l'emploi et la formation. Bon, quand on le dit, on semble un peu pépère, parce que moi j'entends ça depuis que je suis à l'école primaire, et 40 ans après, ça n'a toujours pas changé. L'université moderne d'aujourd'hui doit accepter qu'une branche de production nationale privée puisse lui dire « je n'ai pas besoin de juristes, j'ai besoin de techniciens agricoles ». Est-ce que pour les 5 prochaines années, vous pouvez mettre en place un programme de formation qui me garantisse 50 techniciens agricoles par année? Parce que c'est cela qui correspond à mon besoin, c'est ça qui correspond à la réalité économique. Et des fois, malheureusement, nos universités et nos écoles ne sont pas calées sur la réalité économique. Des fois, nos universités et nos écoles sont un peu hors sol et qu'on a encore un dispatching très clair entre le secteur privé et le monde de la formation. Et tant que nous continuerons à fonctionner de cette façon, vous aurez 5 000 étudiants en master en droit, 4 000 masters en économie, 25 000 en communication, ils sont toujours les plus nombreux, peut-être 35 000 en lettres, qui sont là, bien formés avec l'argent du contribuable sénégalais, mais avec une formation qui n'est pas forcément en adéquation avec la demande privée. Et l'État du Sénégal perd à plusieurs reprises. Donc oui, le secteur privé doit s'approcher de l'université. Oui, universitaires, nous devons faire l'effort d'aller vers le secteur privé pour qu'il y ait une interconnexion. Je donne souvent un exemple en Suisse où j'ai vécu, où je vis encore, que c'est un exemple qui peut prêter à sourire, mais ça traduit la façon dont les choses sont gérées au Sénégal. C'est l'exemple des avocats et des professeurs d'université. En Suisse, un professeur d'université en droit, qui est la faculté que je connais le mieux, n'est pratiquement pas respecté s'il n'est pas avocat à la cour. L'excellent prof de droit à Genève, c'est le professeur de droit qui est avocat à la cour. Il est professeur de droit et il est avocat. Ça montre qu'il a les connaissances théoriques suffisantes pour être professeur à l'académie et une connexion avec la réalité qui lui permet d'être avocat et de régler les problèmes. Au Sénégal, vous ne pouvez pas être professeur d'université et avocat. C'est une vieille tradition française qu'on a tendance à perpétuer, au point qu'un brillant professeur de droit qui veut être avocat est obligé de démissionner de l'université. Et tout ce qu'on a investi dans son parcours, tous les étudiants qu'il aurait pu former à un certain niveau sont perdus parce qu'on lui a dit à un moment donné, vous devez choisir. Au nom de quoi il devrait choisir? J'entends les arguments des avocats, j'entends les arguments des professeurs d'université, ce sont des arguments que nous ne comprenons pas. Et nous considérons que l'université doit être en interaction avec le monde privé pour que vous ne continuiez pas de vivre hors sol. Mes professeurs de français que j'aime bien, ça je le raconte partout, je le dis toujours, moi j'ai été assez bien en français, j'ai toujours pas compris pourquoi j'ai appris les Rougon-Macquart en terminale avec cela. J'ai toujours pas compris. Et c'est la deuxième partie de notre proposition. Nous devons endogénéiser les contenus de nos formations. Ce n'est pas normal que 58 ans après les indépendances, au Sénégal, on apprend Karl Marx, on apprend, j'oublie même les noms des différents philosophes, Molière ou Zola ou quelqu'un d'autre, et on ne peut pas au Sénégal apprendre les textes de Cheikh Amadou Bamba ou de Aladji Malik ou de Khalima Diakhaté Kala. Et nous avons un contenu de formation qui n'a absolument rien à voir avec l'homme sénégalais que nous voulons former. Absolument rien à voir. Et je raconte souvent cette anecdote. Nous, tout ce qu'on a appris en histoire, c'est que nous avons une histoire de défaite. Lat Dior est mort à Dekhelé. Maba Diakhou est mort où encore, je ne sais pas. L'autre a disparu dans les falaises de Bandiagara. On nous apprend tous les jours que nos hommes ont été braves, mais qu'ils ont été défaits. Que tous les bons Sénégalais ont été défaits. On nous apprend, on nous inculque dès l'école primaire, alors que vous n'avez que 5 ans ou 6 ans, une culture et une histoire de la défaite. Est-ce que c'est ce que nous devons enseigner à nos enfants? Allez voir les petits Français ou ailleurs. On va leur parler de l'histoire de Napoléon.
Si bien qu'adolescent, même le petit Français qui n'a jamais rien fait de sa vie, un raté de la pure espèce, il va bomber le torse et se dire « moi, je suis français ». Et il a la fierté du coq gaulois parce qu'on lui a enseigné à l'école, quand bien même il n'était pas un bon élève, que c'est sa nation qui a été une locomotive du monde et quand on est français, on est regardé et respecté. Et que lui, on ne lui apprend pas forcément ce qui s'est passé à Waterloo. Ou alors Waterloo, où la France a été défaite, n'est pas un pan important de l'histoire de la France. Et vous qui avez fait l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, nous l'avons tous fait, vous avez vu, et maintenant l'histoire l'a reconnu, que quand nos ancêtres ont gagné la Deuxième Guerre mondiale et qu'il fallait entrer et marcher sur Paris de façon triomphale, on a mis les nègres derrière et on a blanchi l'armée pour que les jeunes Français blancs soient les premiers à entrer dans Paris pour donner l'impression et à l'histoire que ce sont les Français qui ont sauvé la France, alors que ce sont les Africains et les Sénégalais qui ont sauvé la France. Donc, tant que nous n'endogénéisons pas nos formations, tant qu'on ne nous apprendra pas que Cheikh Ahmadou Bamba, c'est un noir, c'est un nègre qui a pu, de façon pacifique, à travers l'islam, à travers le Coran, à travers ses vertus de son terroir, vaincre et être aujourd'hui l'un des hommes noirs les plus respectés dans le monde. Tant qu'on ne nous inculquera pas cette fierté, nous ne pourrons pas être des Africains debout, nous ne pouvons pas être des Sénégalais debout. Nous devons changer les contenus de nos cours d'histoire et nos cours de géographie. Je ne sais pas si ça a changé. Moi, quand je faisais le bac, c'était au siècle dernier. Mais vous apprenez la Chine, vous apprenez le Japon, vous apprenez toutes sortes de cultures. On ne vous apprend jamais qui vous êtes. Et une histoire qui est encore plus contemporaine, et je vais en terminer là sur ce point. Moi, je travaille sur les questions de négociation commerciale. Je vois quand les délégations arrivent, je vois comment les gens négocient. Maintenant, vous voyez le sommet France-Afrique. France-Afrique. Un président français. 54 présidents africains. Un Français égale 54. Vous avez daggate macaron 54 fois pour un ben africain. Après, tu as le sommet Chine-Afrique. Même chose. Tu as le sommet Inde-Afrique. Même chose. Maintenant, même Turquie, ils ont leur sommet Turquie-Afrique. Erdogan avec 54 pays, présidents de pays africains. Mais quand est-ce que nous aurons un président africain en face d'un président turc, en face d'un président américain, en face d'un président indien, et qu'un Africain, nègre, sénégalais, soit l'équivalent d'un Français et d'un Américain et d'un Turc. Et tant que nous n'avons pas cette conscience de nous-mêmes, les gens nous regarderont de haut. Ça, je le vis tous les jours. Moi, ça fait quoi, 21 ans, bientôt 22 ans que je vis dans ce système, que je travaille dans ce système. Je sais ce que je vis, je sais ce que j'endure. Je sais toutes les difficultés que j'ai à faire vendre le Made in Africa. Parce que nous avons des dirigeants qui donnent une impression tellement négative de leur personne, de leur État, de leurs institutions, de leur pays et de leur peuple. Tam ñaan, tam talal loxo ba nga xamné kenn du la respecté. Té nañu la gissalé nonu lañu ëwlé. Le Sénégal d'abord, c'est le Sénégal d'un président Idrissa Seck qui demain aura du cran. Un président qui, quand il était Premier ministre, et ça peut-être les plus jeunes ne le savent pas, a fait du charter contre charter. Le président français à l'époque, Jacques Chirac, a mis des Sénégalais sur des charters pour les faire revenir. Idrissa Seck n'était pas président, il était Premier ministre. Il a mis des Français dans des charters et il les a retournés en France. Dans le même charter. C'est ça le cran. C'est ça le Sénégal d'abord. C'est ça qui fait qu'on vous respecte. La première fois, on va essayer de vous sanctionner. La deuxième fois, on va vous intimider. La troisième fois, comme un certain Kagame, pensez ce que vous voulez de lui. Il est en train de donner à l'Afrique une image extrêmement positive. Et nous savons qu'Idrissa a cette personnalité et ce cran, et on va y arriver. Bon, les solidarités, j'avais beaucoup de choses à dire. Je vais terminer sur le 5e point, les externalités. 2 points essentiellement, ou 3. Vous connaissez certainement les accords de partenariat économique. On en parle beaucoup. C'est un élément d'externalité, donc c'est des choses qui se passent à l'externe de notre souveraineté nationale, mais qui a un impact politique, commercial, économique important au Sénégal. Moi, je travaille sur ces questions. Le président Idrissa Seck y a beaucoup travaillé et qu'il connaît les enjeux. Parce que quand on a commencé à négocier les APE en 2002,
il était Premier ministre de la République du Sénégal. Et il connaît très bien les enjeux. Et Idrissa Seck, il faut le rappeler, pour vous aussi les plus jeunes, il a été ministre du Commerce du Sénégal. Donc toutes ces questions dont on parle, il les connaît très bien et il l'a fait refléter dans son programme. De 2002 à 2014, 12 ans, partout en Afrique, on a négocié sur les accords de partenariat économique. Partout en Afrique, les experts et les délégations sénégalaises ont toujours fait l'objet d'un respect extraordinaire parce que la plupart du temps, ce sont les experts sénégalais qui donnaient les solutions. Moi, je peux dire sans fausse modestie que j'ai été le principal juriste qui, de 2002 à 2014, a fait toutes les réflexions juridiques dans les négociations entre l'Union européenne et les pays ACP. C'est dans cet ouvrage-là où j'ai donné toutes les interprétations possibles et inimaginables sur le droit de l'OMC, article par article. On est allé dans chaque article de l'OMC pour sortir les niches, pour dire à nos chefs d'État, n'écoutez pas le discours de l'Union européenne. Le discours de l'Union européenne, c'est le discours de l'Union européenne d'abord. Et on ne peut pas reprocher à l'Union européenne de défendre les intérêts de l'Union européenne. On ne peut pas reprocher à un président français de défendre les intérêts de la France. C'est à vous de comprendre où sont les intérêts de vos pays et de les défendre. Et on a sorti tous les arguments juridiques. Au début, on nous regardait comme des parias et on disait, mais ils viennent d'où ces jeunes qui viennent nous raconter une interprétation d'un article de l'OMC qu'on n'a jamais entendu. Et notre introduction a été de leur dire que depuis que ces articles existent en 1947, il n'y a pas un seul Africain qui en ait fait une interprétation. Et que donc les interprètes étant des Américains, des Anglo-Saxons et des Français, qui ont toujours interprété en tenant compte de leur développement, de leurs préoccupations de développement, c'est normal que vous ne voyez aucune interprétation africaniste. Donc quand on a fait ces travaux, personne ne nous a dit « vous avez tort ». On nous a juste dit, on n'a jamais vu ça, on n'a jamais entendu ça, parce que c'était la première fois que c'était proposé. Et le Sénégal a avancé fièrement à l'OMC, au secrétariat ACP, au niveau de l'Union européenne, à l'UEMOA et à la CEDEAO. Jusqu'en 2014, un certain président Macky Sall, qui a entendu parler des accords de Yaoundé, des accords de Cotonou, qui voulait avoir les accords de Dakar, et qui a précipité toutes les négociations en ne tenant pas compte des intérêts de nos différents pays, et qui a convoqué une réunion de Dakar en espérant avoir les accords de Dakar pour signer les accords de partenariat économique. C'est l'une des plus grandes hontes, l'une des plus grandes hérésies de notre carrière de technicien du commerce international et le Sénégal qui a fait ce forfait. Si aujourd'hui beaucoup de pays dans la sous-région en sont arrivés à signer cet accord de partenariat économique, c'est parce que la diplomatie sénégalaise a considéré à un moment donné que c'était une opportunité de visibilité sans tenir compte des différents points contentieux qu'on leur a présentés et qui ne permettaient pas d'avoir un accord équilibré. Donc cet accord de partenariat économique, aujourd'hui, nous ne sommes pas dans les extrémités, nous ne disons pas stop aux APE, mais nous disons qu'il faut un accord de partenariat économique équilibré qui tient compte de nos préoccupations. Parce que stop APE, c'est trop extrême. Nous avons des relations commerciales avec l'Union européenne. Ces relations commerciales doivent être encadrées du point de vue juridique. Mais le contenu des accords de partenariat économique doit refléter nos intérêts. Je vous donne juste un exemple. L'Union européenne a mis dans ses accords ce qu'on appelle la clause de la nation la plus favorisée. Ils nous disent, vous êtes pauvres, vous avez un certain nombre de facilités commerciales avec d'autres pays en développement comme l'Inde ou la Chine. Mais ils mettent une clause qui dit que si demain vous commercez avec l'Inde ou la Chine ou avec l'Indonésie, qui sont des pays émergents, tous les avantages que vous tirez de ce commerce bilatéral doivent être rétrocédés, ou en tout cas partagés avec l'Union européenne, qui n'est pas dans la même catégorie de développement. Ils ont l'intelligence de mettre en place des clauses d'avant-garde qui leur permettent de ñun lépp lu ñu wuti feneen ñoom dañ ciy am par force. Parce que c'est une théorie, c'est de dire ñun ñoo leen yàgg jàppale. Donc boo leen demee ba xaw a màgg ba ñeneen soxla leen di leen bëgg loo leen fa am da ngeen ñëw bokk ak ñun te loolu du droit du économie mais nos pays l'ont malheureusement accepté. Donc ñun lu ñuy proposer avec le président Idrissa c'est qu'une fois élu cet accord-là da nga koy dénoncer, c'est-à-dire il faut faire une sensibilisation avec les autres pays parce que le Sénégal individuellement ne peut pas sortir de cet accord. Il faut sensibiliser les autres pays, il faut renégocier cet accord, il faut en sortir toutes les clauses léonine qui fait que nos intérêts ne sont pas développés et il faut y mettre des clauses qui protègent notre secteur privé et c'est ça la proposition du président Idrissa Seck.
Dernière question, je sais que ça commence à faire long, le CFA. Nous voulons que notre position sur le CFA soit connue et partagée. C'est une proposition du président Idrissa Seck dans le cadre de son programme. Alors, sur le CFA, nous ne sommes pas dans l'extrémité de dire que nous sortons du CFA immédiatement après l'élection du président Idrissa Seck. Sortir immédiatement du CFA est une position qui n'est pas sage. C'est une position qui n'est pas lucide. C'est une position qui est difficilement argumentée. Pourquoi? Parce que nous sommes dans le franc CFA avec d'autres pays, dans le cadre d'une union économique monétaire. Si demain nous voulons faire cavalier seul, sans consulter les autres pays, nous risquons d'avoir une économie en vase clos, qui n'est pas forcément en bonne interaction avec les autres. Ça va nous enfermer et ça ne va pas nous donner des possibilités commerciales d'expansion. 1. 2. Dans le cadre de la CEDEAO, les 15 pays de la CEDEAO en Afrique de l'Ouest, nous sommes dans le processus de création d'une monnaie unique. Cette monnaie unique communautaire avec 15 pays va impulser un développement économique qui pourrait effacer tous les inconvénients du franc CFA. Puisque nous sommes dans cette procédure de façon institutionnelle avec un horizon 2020, que vous soyez pour ou contre le CFA, ce n'est pas le problème. La question, c'est que le CFA va dépérir de lui-même de façon graduelle jusqu'à ce qu'on arrive à la monnaie unique de la CEDEAO. Donc c'est une position de principe, c'est une solution sage, c'est une solution argumentée. Et c'est une solution qui s'appuie sur le fait que le CFA tel qu'il existe, et là nous partageons la position avec les autres, que le CFA tel qu'il existe n'est pas bon pour nos économies, mais qu'il faut en sortir de façon graduelle, qu'il faut lui laisser le temps de dépérir pour qu'une monnaie communautaire de la sous-région arrive. Donc globalement, voilà ce que je voulais dire sur notre conception du Sénégal d'abord, à travers les institutions, les incitations, les concessions, les solidarités et les externalités. En conclusion, ce que je suis en train de vous dire, c'est un raisonnement, comme vous l'avez vu, mi-technique, mi-politique. J'espère pas politicien. Mi-technique, mi-politique. Et l'homme politique que je suis, qui adhère au projet du candidat Idrissa Seck, considère qu'aujourd'hui, nous avons fini de mettre en place un programme qui peut placer le Sénégal sur les rampes du lancement de l'émergence dans les prochaines années avec le concept Sénégal d'abord. C'est pour ça que nous avons déjà décliné notre vision programmatique en travers la vision 1, 3, 15, 45. Le 1, c'est le Sénégal que nous partageons. C'est le Sénégal d'abord, c'est le Sénégal un peuple, un but, une foi. Le 15, ce sont les 15 visions patriotiques que nous avons partagées partout. Vous avez dû voir, c'est en français, c'est en Wolof, c'est en Soninké, c'est en Diola, c'est en Serer, et hier soir même c'est sorti en arabe. Les 15 visions patriotiques autour desquelles nous voulons bâtir la notion du Sénégal. D'abord, articulée autour des concepts que je viens de donner. C'est un Sénégal ambitieux, c'est un Sénégal connecté, c'est un Sénégal équilibré, c'est un Sénégal solidaire, c'est un Sénégal fier, etc., etc. Dans les tout prochains jours, ce programme sera partagé avec vous, avec les Sénégalais, avec les autres candidats, avec les alliés. Nous voudrions que pour la première fois dans l'histoire politique de notre pays, les gens votent en fonction, c'est vrai, du coefficient individuel et du charisme du candidat, mais nous voudrions que les gens votent à travers un programme économique articulé. Le président Macky Sall vient de faire 7 ans. Si vous relisez son programme Yoonu Yokkute, à la limite, vous avez honte. Tellement c'est peu substantiel pour un pays comme le Sénégal. Et ils l'ont tellement bien compris qu'au bout de 2 années de tergiversation, ils ont compris que le programme Yoonu Yokkute n'est pas un programme apte à développer le Sénégal. Et au lieu de s'appuyer sur les compétences sénégalaises, ils sont allés payer 2,5 milliards à un cabinet pour leur écrire un programme Plan Sénégal émergent. Nous venons de boucler le programme du candidat Idrissa Seck. En termes de volume et de quantité, je sais que ce n'est pas le plus important, nous avons un plan qui est plus volumineux et qui a une quantité supérieure. En termes de technicité et de contenu, nous avons fait recours aux compétences sénégalaises partout dans le monde, y compris à l'UGB, avec la contribution du Dr Serigne Sylla. J'en profite pour le remercier.
Et la plupart des personnes autour de cette table ont contribué. Et ça nous a coûté, outre quelques nuits blanches, 0 franc. Parce que ce sont des Sénégalais compétents, qui ne sont pas forcément dans le parti Rewmi, qui ont dit « Nous mettons notre expertise à votre disposition pour que vous ayez un programme de gouvernement efficace. » Aujourd'hui, nous l'avons. Ce programme a été chiffré par des experts sénégalais. Nous sommes capables de vous dire, mais je vais garder la confidentialité pour les prochains jours, nous sommes capables de vous dire quel est le coût du programme, où est-ce qu'on va trouver les recettes, le nombre d'emplois prêts que nous allons avoir pour les 5 prochaines années. C'est du lourd, c'est du sérieux, c'est du 1, 3, 15, 45. Nous voudrions que vous le lisiez pour qu'on puisse en discuter, pour que demain le Sénégal soit dans de bonnes mains. Donc voilà, je vous remercie. Je me mets à votre disposition pour les questions et commentaires.